Salut mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico pour une nouvelle rubrique cinéma. Aujourd'hui, on va parler du nouveau film de Steven Spielberg, Disclosure Day, la révélation qui est sortie en fin de semaine. J'ai été voir le film et en même temps, on va faire un retour sur Steven Spielberg et les extraterrestres. Parce que Spielberg, c'est un sujet qui l'intéresse, qui se passe dans les nuages. Au-delà des nuages, les extraterrestres, les fameuses lumières qu'on voit dans les nuages. Il a toujours été fasciné par ça depuis sa tendre enfance et dès ses premiers films, Steven Spielberg a commencé à tourner des films d'extraterrestres et il en a fait 6 longs métrages d'extraterrestres dans sa carrière et on va parcourir un peu ça aujourd'hui. On va revenir en arrière pour regarder un peu les films que Steven Spielberg a fait sur ce sujet-là. Et évidemment que je vais vous parler de mes impressions de son dernier film, Disclosure Day. Est-ce que j'ai aimé ça? Vous allez savoir ça dans un petit instant au Ciné-Club de Rico. Alors, c'était la sortie de Disclosure Day, la révélation en fin de semaine, nouveau film de Steven Spielberg dans lequel une poignée de rebelles scientifiques veulent révéler à l'humanité des preuves de l'existence des extraterrestres, la preuve que les extraterrestres sont parmi nous depuis longtemps. Et il y a le gouvernement qui essaie de cacher ça, de camoufler ça. Donc, j'y reviens dans quelques instants à ce film-là que j'ai trouvé très, très intéressant. Et ça s'inscrit dans la lignée des films que Spielberg a fait sur cette thématique-là des extraterrestres. On va voir qu'il a fait 6 films, tous différents, mais qui ont des points qui peuvent se ressembler à certains égards. On va commencer par la jeunesse de Spielberg parce que le premier film d'extraterrestre qu'il a fait, il n'était pas encore officiellement un réalisateur reconnu. Il n'était pas encore à Hollywood. Il était chez ses parents et on raconte que très jeune, Steven Spielberg a commencé à travers les films qu'il voyait au cinéma à avoir des idées de faire des films d'êtres qui venaient d'autres planètes. Notamment quand il était très jeune, Steven Spielberg, son père l'avait amené voir une pluie d'étoiles filantes et Spielberg, son imagination était partie en vrai. Il s'était mis à s'imaginer que et si ces lumières-là qu'on voit dans l'espace, c'était des soucoupes volantes qui venaient d'un autre monde. Donc, ça lui a donné l'idée de faire le film Firelight qui a tourné en 1964. Un film où il a expérimenté avec sa caméra. C'était la caméra de ses parents. On l'a vu un petit peu dans The Fabelman. Ceux qui ont vu le film, qui est un peu, disons, une fabulation, mais en même temps, une reconstitution, je dirais une reconstitution fabulée de sa jeunesse. Donc, il nous parle un peu dans ce film-là de lui, même si c'est pas Spielberg dans le film, c'est le personnage principal est inspiré de lui-même. Donc, Firelight, il va, durant ses week-ends, tourner ce film-là avec les moyens du bord à quelques minutes de chez lui. Ça raconte l'histoire d'une invasion d'extraterrestres. Évidemment, il y a des enlèvements d'extraterrestres, il y a des lumières dans le ciel. Ça peut faire préséance un peu sur Close Encounters of the Third Kind qui va arriver, disons, un peu plus d'une décennie plus tard. Et entre-temps, Spielberg va se faire la main sur des courts-métrages. Firelight va être présenté dans des cinémas. Il va le présenter quelques fois dans des salles. Ça va devenir donc son premier film, son premier petit succès. Et quelques années plus tard, après avoir fait encore d'autres films un peu avec les moyens du bord, eh bien, il va se faire connaître des studios Universal. Il va leur montrer un court-métrage qu'il a fait qui s'appelait Amblin. Et ça va convaincre les grands chefs de la Universal qui peut réaliser des films pour eux. Il va commencer à réaliser des épisodes de séries télé, donc Columbo, Night Gallery, en tout cas, il va commencer à travailler à Hollywood et il va réaliser finalement un téléfilm qui va faire sensation, le film Duel, dans lequel Dennis Weaver joue le rôle d'un homme qui traverse le désert américain et il va être pris en chasse par un énorme camion. Un film très anxiogène et auquel on peut s'identifier parce qu'on a tous, les gens qui conduisent, un jour ou l'autre, traversé une grande route et on a eu un peu l'idée dans la tête, et s'il y avait un camion qui se mettait à nous pourchasser pour des raisons qu'on ignore? C'est le thème de Duel. On ne saura jamais c'est qui est derrière le camion, pourquoi il pourchasse le personnage joué par Dennis Weaver. Et c'est ça tout le génie du film.
c'est de nous créer un film anxiogène à la Hitchcock. Donc, Spielberg a très, très bien réussi sa première mission de livrer un long métrage ultra intéressant, ultra efficace, et il va commencer après à réaliser des films, des grands films pour le cinéma. D'abord Sugarland Express, ensuite Jaws, qui va devenir le gros blockbuster. C'est le premier gros blockbuster, Jaws. Hein? Ça va tout changer. Après ça, les étés vont devenir des étés de blockbuster. Et c'est Jaws qui a parti le bal de tout ça. Et Steven Spielberg va devenir le réalisateur le plus en demande à Hollywood. Et ça va lui permettre, avec Jaws, ça va le qualifier pour faire le film qu'il rêvait de faire depuis qu'il était jeune. C'est-à-dire Close Encounters of the Third Kind, et qui va sortir en 1977. Et ce film-là, Spielberg en rêvait depuis très longtemps. Disons que c'est la version aboutie de Firelight. Ça raconte l'histoire d'un employé d'une compagnie électrique qui est joué par Richard Dreyfuss, qui va être témoin un soir où il va faire une réparation. Il va être témoin de phénomènes extraterrestres. Il va voir des lumières dans le ciel, et il va voir des soucoupes volantes passer au-dessus de lui. Il va devenir littéralement obsédé par ça, fasciné. C'est un homme de famille qui... il y a des enfants, il y a une femme, mais il va devenir littéralement obsédé par cette idée-là. Et il y a un espèce de passage du message à travers ce personnage-là qui va devenir fasciné au point où il va confectionner de toutes sortes de manières ce qui s'apparente à être une structure ou une genre de montagne. On va s'apercevoir à la fin du film que c'est la Devil's Tower, le lieu final du film. Mais tout au long du film, il va construire ce lieu-là à travers ses patates pilées. Il va prendre de la terre. Il va même construire une grande réplique dans son salon. C'est comme une vision, hein, une image qu'il y a dans sa tête. Il va devenir un peu le vecteur de cette visite-là des visiteurs d'un autre monde. Donc, ça va devenir un personnage central hyper important. Et il y a au travers de tout ça un scientifique qui est joué par un Français qui s'appelle Claude Lacombe, qui est joué par François Truffaut, et qui va, lui, qui est un scientifique qui essaie de comprendre ce qui se passe, qui essaie d'analyser. Il y a toujours dans les films de Spielberg un scientifique. Des fois, ils ont une présence un peu plus menaçante dans le cas de certains films. Dans le cas de Claude Lacombe, c'est un scientifique qui est sympathique dès le début du film. Il s'intéresse aux phénomènes extraterrestres. Il est fasciné par ça. Et le destin de Lacombe et du personnage joué par Richard Dreyfuss, qui s'appelle Beatty là-dedans, ou quelque chose, Neely, ou quelque chose comme ça. Donc, ils vont se retrouver à la fin du film parce que tout va les mener à la Devil's Towers, à la rencontre avec les extraterrestres. Et la musique de John Williams va jouer vraiment un rôle capital dans le film parce que c'est à travers des notes de musique que les extraterrestres vont communiquer avec les humains. Donc, il y a tout un facteur de les codes. Il y a des codes au niveau de la communication qui sont très, très bien détaillés dans ce film-là, tant à travers le passage du message, à travers le vecteur qui est le personnage joué par Richard Dreyfuss, et à travers la musique aussi, la musicalité qui va devenir le point de rapprochement entre l'humanité et les extraterrestres à la fin du film. Un film extraordinaire et qui va connaître beaucoup de succès au box-office. La Columbia Pictures va être tellement contente du succès qu'ils vont commander une suite à Steven Spielberg. Et Spielberg n'est pas certain qu'il a le goût de faire une suite à ça. Il va y réfléchir un peu, mais finalement, il va plutôt faire une édition spéciale qui va sortir en 1980. Il va retourner des scènes, notamment une séquence qui va être tournée à l'intérieur du Mothership à la fin du film. Il va rajouter quelques scènes, notamment une scène au début où on voit un bateau dans le désert, hein, les restants d'un bateau. Il va rajouter certaines scènes dans le film
Finalement, il va refaire plus tard un Director's Cut où il va rechanger tout ça. Donc, Spielberg a joué beaucoup avec le montage de Close Encounters of the Third Kind. Et quand il a tourné le film, François Truffaut, il a dit à Spielberg, parce qu'il y avait un jeune garçon qui était dans le film, et il trouvait que Spielberg était très bon pour diriger les enfants. Il a dit, toi-même, tu es un enfant adulte, tu devrais faire un film sur des enfants. Et c'est resté dans la tête de Spielberg et on va revoir ça en 82 dans E.T. Parce que au départ, Spielberg pensait faire un film avec une genre de contrepartie à Close Encounters of the Third Kind. Il voulait faire un film avec des extraterrestres méchants. Ça s'appelait Night Skies, le film. Et il avait contacté, je crois, Paul Schrader pour scénariser Night Skies. Et finalement, le scénario était très sombre. Il y avait des idées que Spielberg n'aimait pas. Il a retravaillé un peu l'idée. Mais finalement, il va abandonner tout ça quand il va rencontrer Melissa Matheson sur le tournage de Raiders of the Lost Ark, qui était la copine de Harrison Ford. Elle qui était elle-même une scénariste qui avait scénarisé The Black Stallion de Carol Ballard. Il va lui demander de travailler sur le scénario de son prochain film. Il veut faire un film sur un extraterrestre. Et en même temps, c'est un film qui parle un peu du divorce de ses parents, E.T., parce que Spielberg a été marqué par le divorce de ses parents et le personnage de Elliot, c'est un peu Spielberg dont le père a quitté le foyer familial. Il est élevé par sa mère avec son frère, ses sœurs. Donc, c'est un peu son histoire qu'il nous raconte à travers E.T. Et le père va être remplacé par un ami qui vient d'une autre planète. Donc, Melissa Matheson va travailler sur le scénario de E.T. et rapidement, on va évacuer Night Skies pour E.T. l'extraterrestre. On va décider finalement de faire un film avec un extraterrestre gentil qui vient visiter Elliot sur la Terre, qui va devenir son meilleur ami. Et Spielberg va tourner tout le film à la hauteur des enfants. Au début du film, tout est tourné parce que dans le film, E.T. A contact avec les enfants. Tout est tourné du point de vue de Elliot, de ses frères et sœurs ou de E.T. Les adultes sont souvent filmés à la taille. Au début, on voit les scientifiques, on les identifie avec leurs clés qu'ils portent à leur ceinture. Donc, E.T., Spielberg ne s'attendait pas que ce soit un gros succès. Il le voyait comme un film de science-fiction un peu intimiste. Et finalement, il va présenter le film à Cannes et il va avoir une ovation à tout rompre. Le film va devenir un énorme succès. Ça va devenir le plus gros succès du cinéma à ce moment-là. Il va être en tête d'affiche pendant de nombreuses semaines. Ça va devenir le succès de l'année. E.T. va devenir un méga blockbuster. Ce que s'attendait pas Steven Spielberg. Évidemment qu'il va y avoir des pressions pour Spielberg de refaire un autre E.T. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans la rubrique des grands films du monde. J'ai parlé de E.T., donc j'en parle. Si vous voulez en savoir un peu plus sur E.T., vous irez voir ma rubrique des grands films du monde. Donc, Spielberg a eu un énorme succès et finalement, il ne voudra jamais tourner de suite à E.T. C'est bien correct de même. Je dirais qu'un film comme ça, qui est, à mon avis, un des 20 meilleurs films de l'histoire du cinéma, on ne touche pas à ça. Il faut que ça reste intact. I'll be right here. Et ça va prendre plusieurs années avant que Spielberg revienne à ce sujet-là des extraterrestres. Il va faire plein d'autres films, mais rien qui touche aux extraterrestres. Il va falloir attendre en 2005 avec La Guerre des mondes, War of the Worlds, inspiré du roman de H.G. Wells qui était sorti en 1898, qui avait déjà eu une adaptation au cinéma. Par Byron Haskins, qui avait eu aussi une adaptation radiophonique par Orson Welles. Orson Welles avait réussi à créer la panique, une genre de
un genre de happening avec cette émission-là qui avait fait que les gens pensaient vraiment qu'il y avait une invasion d'extraterrestres. Ça avait créé une petite panique. Orson Welles, qui était assez ingénieux quand même, il faut le dire. Et War of the Worlds, c'est un sujet qui intéressait Spielberg depuis un certain temps, mais Spielberg a toujours été plus tenté vers des extraterrestres gentils. Mais l'idée de revenir à War of the Worlds, qu'il avait pensé adapter quelques années auparavant, lui est revenu après les attentats du 11 septembre et il a décidé de faire un film qui est un peu inspiré de ça, avec War of the Worlds, qui raconte l'histoire d'un père de famille qui représente encore une fois un peu le père absent, le père de Spielberg qui était souvent absent, qui revient une fin de semaine voir ses enfants et qui va être plongé au cœur d'une invasion extraterrestre. Et là, les extraterrestres n'arrivent pas de l'espace, ils arrivent de la Terre. C'est comme si ils étaient enfouis sous la Terre depuis plusieurs années, qu'ils vivaient parmi nous depuis longtemps. Et il y a un événement qui fait qu'ils vont sortir de la Terre et décider finalement de nous envahir. Donc, War of the Worlds, c'était un film vraiment post-11 septembre. On voit vraiment la noirceur dans ce film-là. C'est un film de science-fiction, mais très, très... il y a des images fortes et ça peut faire penser à n'importe quelle guerre. Ça peut même faire penser à l'Holocauste, à Schindler's List d'une certaine façon, War of the Worlds, avec littéralement, c'est montré comme l'extermination des humains. Donc, les extraterrestres qui sont impitoyables là-dedans. Et on voit vraiment, c'est un film où on voit les humains qui sont désemparés, on voit la cendre qui est répandue un peu partout avec les extraterrestres qui exterminent l'humanité, avec des rivières de cadavres. En tout cas, les images sont très fortes et c'est un film qui représente bien son époque, War of the Worlds, une époque où l'humanité était plongée dans quelque chose de nouveau, dans une terreur que on n'était pas habitué. Donc, War of the Worlds avec Tom Cruise qui était à bord, ça a été un gros succès. Ça a très, très bien fonctionné avec les gros tripods là, qui tiraient des lasers et qui désintégraient les êtres humains. Et ensuite, il va tourner en 2008 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le mettraient pas dans ces films d'extraterrestres, mais pourquoi pas? C'est littéralement un film qui parle d'extraterrestres parce que ça se passe dans les années 50. Et il y a eu tout un débat quand est arrivée l'idée du 4e Indiana Jones. C'est une idée de George Lucas, il voulait situer l'action dans les années 50. Et dans les années 50, la préoccupation des gens, c'était la bombe atomique et aussi les aliens. On voyait plein de films de soucoupes volantes. C'était populaire, cette idée-là. Et on a décidé de ressortir un peu les événements de Roswell et également l'histoire du crâne de cristal, des crânes qui ont été retrouvés dans un grand morceau de quartz. En tout cas, c'est étrange un peu. On ne sait pas d'où ça vient exactement. C'est devenu le MacGuffin pour Indiana Jones et le crâne de cristal qui raconte une histoire d'extraterrestre. Donc, c'est une approche archéologique du sujet extraterrestre. Donc, Indiana Jones, là-dedans, affronte les Russes qui veulent mettre la main sur un crâne de cristal qui apparemment a des pouvoirs. On apprend au début du film que le crâne provient de la dépouille d'un extraterrestre, d'un être qui vient d'une autre planète. Et dans le film, Indiana Jones doit rapporter le crâne de cristal à Akator, une cité perdue, où sont les restes d'une civilisation extraterrestre. Donc, c'est intéressant. Moi, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé l'approche du 4e Indiana Jones. Moi, je fais partie de ceux qui le défendent. J'ai aimé le 4e Indiana Jones, malgré ses excès, malgré le frigo, malgré tout ce qui va avec. J'ai aimé quand même le 4e Indiana Jones. J'ai aimé l'aspect, justement, série B, années 50, qui fonctionnait très bien. Et évidemment, l'aspect Alien, ça en a rebuté quelques-uns et on dit que ça n'a pas rapport avec Indiana Jones. Mais justement, je trouvais que c'était une bonne approche, c'était l'approche archéologique du sujet avec Indiana Jones qui est au centre de l'histoire. Donc, je trouvais que ça fonctionnait bien pour moi. Je pense que c'est un film qui mérite d'être reconsidéré pour certaines personnes qui ne l'aiment pas. Et si vous ne l'aimez pas,
c'est votre droit absolu, vous avez le droit de ne pas l'aimer. Sauf que je me devais d'en parler aujourd'hui parce que ça fait partie des films d'extraterrestres que Spielberg a tourné. Évidemment, Disclosure Day qui est sorti ce week-end, qui est son dernier film en date, eh bien, ça fait du bien de retrouver Spielberg dans un film qui parle encore de son époque parce que on est dans une époque un peu de paranoïa où on vit un petit peu avec dans un monde où aujourd'hui que les gens avec leur téléphone cellulaire sont de plus en plus isolés et commencent à avoir des conspirations un peu partout. Et en même temps, on a les politiciens qui mènent les gens par la peur. On n'est pas dans un climat politique ultra intéressant. C'est sombre. On a l'impression vraiment que les citoyens sont menés par la peur et c'est un peu de ça dont il s'agit dans Disclosure Day. Imaginez-vous un gouvernement qui est au courant que les extraterrestres sont parmi nous depuis longtemps, mais qui camoufle ça à la population, qui ne veulent pas le dire aux gens parce qu'ils ont peur de la manière dont les citoyens, dont les gens du monde vont réagir à ça. Le film commence avec un personnage qui s'appelle Daniel Keller, qui est joué par Josh O'Connor, qui fait un genre de hacker mathématicien qui va voler des informations sensibles à une organisation qui s'appelle Wardex. C'est comme on pourrait dire les hommes en noir. Si vous avez vu le film Men in Black, ça fait penser un peu à ça. Cette organisation-là sont menées par un chef qui s'appelle Noah, qui est joué par l'excellent Colin Firth là-dedans, qui essaie par tous les moyens de subtiliser ces documents-là qui ont été volés par Daniel Keller. Donc, lui et son équipe sont à la poursuite de ce gars-là qui a des informations sensibles qu'il veut rendre publiques. Et au travers de ça, on a une météorologue qui travaille pour la télévision qui s'appelle Margaret, qui est jouée par Emily Blunt, qui tout d'un coup va se mettre à parler des langues étrangères, à même parler une langue extraterrestre. On va comprendre assez rapidement que c'est un personnage important parce que c'est un peu le noyau du film, ce personnage-là joué par Emily Blunt, qui est un peu le vecteur dans le film à travers lequel le message va devoir passer. C'est assez clair. On va comprendre plus tard pourquoi, parce que elle a une espèce des connaissances qui ont été implantées dans son cerveau quand elle était tout petite. Donc, on va l'apprendre un peu plus tard dans le film, est connecté au personnage de Daniel Keller, qui lui aussi a vécu quelque chose quand il était tout petit. Donc, ces deux personnages-là vont devenir importants dans le film. Et le film est une chasse-poursuite, évidemment, que ces deux personnages-là vont se retrouver ensemble et que le gouvernement va essayer de les rattraper, de les pourchasser pour essayer de les empêcher de révéler ce que tout le monde devrait savoir, que les extraterrestres sont parmi nous depuis longtemps. Évidemment qu'on va connaître différents personnages, notamment un personnage qui s'appelle Hugo, qui est un ancien membre de Wardex, qui est devenu un rebelle et qui, lui, est à la tête de cet organisme-là qui veut révéler la vérité à l'humanité. Il est joué par Coleman Domingo, excellent comédien. Le film est très, très bon. C'est rondement mené. On reconnaît beaucoup des thématiques de Spielberg là-dedans, surtout le génie de sa mise en scène, de sa réalisation. Ces thématiques sont là également. C'est un film, évidemment, qui traite de notre époque. On sent qu'il n'y a pas répétition dans ces films d'extraterrestres. Hein? Chacun est un film différent. Il a traité ce sujet-là sous des angles complètement différents. C'est plus proche de Close Encounters of the Third Kind que les autres films. C'est peut-être celui qui se rapproche le plus de Rencontre du troisième type, là. Mais c'est quand même différent. Hein? Il y a quand même des choses qui sont très différentes. Il y a de l'action, ça n'arrête pas. Je ne veux pas trop vous en révéler sur le film parce que vous allez avoir du plaisir à aller voir ça. Ça dure 2h20 et le temps passe comme ça. C'est encore une fois du génie de la part de Spielberg. Vous allez voir, là, il y a beaucoup d'émotions. Emily Blunt est très, très bonne dans le film. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui passent à travers son personnage. C'est, comme je vous dis, le vecteur. C'est à travers elle que tout va se matérialiser dans le film, que tout va s'opérer. Donc, c'est un personnage ultra important. Les acteurs sont tous bons. Il y a Wyatt Russell qui joue là-dedans, qui est le fils de Kurt Russell. Donc, vous allez le reconnaître avec... quand il sourit, on reconnaît un peu Kurt Russell à travers lui. Colin Firth j'allais dire un méchant, mais c'est pas vraiment un méchant. Vous allez voir, c'est un scientifique,
en même temps un homme du gouvernement qui essaie de protéger un secret, qui est prêt à tout pour ça. Il est un peu machiavélique par moment, mais c'est un personnage qui n'est pas entièrement noir. C'est un personnage assez gris, Colin Firth là-dedans. J'ai beaucoup aimé le film et il y a des gens qui ont été un peu déçus par le dernier acte, par la finale. Moi, je trouve au contraire que c'est à la hauteur du reste. J'ai été émerveillé par la fin et on peut célébrer encore une fois Steven Spielberg qui, encore aujourd'hui, nous livre des films de cette qualité-là. Quel grand cinéaste, hein? Il n'y a pas mieux que lui pour nous faire ce genre de film-là. Donc, Disclosure Day, que je recommande fortement. Pour les noter, ces films-là, hein, si je faisais le tour, je pourrais donner... Firelight, on le cotera pas. C'est un film qu'il a fait quand il était jeune. Close Encounters of the Third Kind, je donnerais un 5 étoiles facile. Même 6 sur 5, c'est un grand classique. E.T. également. War of the Worlds, je donnerais un 4.5 sur 5. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, je donnerais un 4 sur 5 et je donnerais un 4.5 à Disclosure Day. Je pense qu'on peut dire un parcours sans faute dans cette thématique-là pour Steven Spielberg. Est-ce qu'il va en faire un autre? On ne sait pas, mais on peut dire que les 6 films qu'il a fait valent la peine d'être vus, incluant Firelight. Hein, je l'inclus là-dedans. Si vous avez la chance un jour de le voir, il est très difficile à trouver, mais si vous avez la chance de le voir un jour et que vous êtes un fan de Spielberg, ben, ça peut valoir la peine d'investir un petit 2 heures pour voir ce film-là. Mais il faut évidemment se retaper ces autres films qui sont excellents. Moi, je ne me tente pas d'écouter Close Encounters. Ça doit faire... Je ne sais pas combien de fois que je le vois. E.T. aussi. Peut-être celui que j'ai vu le moins souvent, c'est War of the Worlds parce que j'aime mieux Spielberg en mode extraterrestre gentil. Mais je me promets de le réécouter prochainement parce que j'avais trouvé ça excellent quand je l'avais vu. Mais disons que j'aime souvent mieux me retaper le Spielberg en mode extraterrestre gentil. Donc, c'est moi, hein, je suis comme ça. Is he a boy or a girl? He's a boy. Was he wearing any clothes? Donc, merci d'avoir été à l'écoute du Ciné-Club de Rico. C'était ma petite rubrique Spielberg aujourd'hui. Et je vous recommande fortement d'aller voir Disclosure Day, un film qui va vraiment vous brasser. Hein. Vous allez voir un blockbuster digne de ce nom, parce que il y a plusieurs années, c'est beaucoup des films de super-héros, des suites. Là, enfin, on a un film qui n'est pas une suite, c'est pas un film de super-héros, c'est un sujet original. Et d'ailleurs, Spielberg a lancé un peu une genre d'alerte récemment. Il a dit là, c'est le temps qu'Hollywood se réveille et commence à refaire des films un peu plus originaux. Parce que on voit que les gens sont moins intéressés d'aller au cinéma. Et je pense que c'est un message qui doit passer à un moment donné. Parce qu'on le voit, hein, quand tu vois que les gens ne veulent plus aller au cinéma, c'est parce que les films ne sont pas vraiment intéressants. Donc, allez au cinéma, amusez-vous et faites-vous une petite rétrospective de Spielberg et les extraterrestres. C'était le Ciné-Club de Rico. Si vous avez aimé la rubrique, mettez-moi un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a plein d'autres beaux sujets qui vont vous intéresser. Allez voir la playlist que j'ai fait, les playlists du Ciné-Club de Rico. Vous allez trouver des sujets qui vous intéressent. En attendant, je vous dis merci d'être là et à la prochaine. Et surtout, bon cinéma.